Tout à l'heure, avant la conclusion d'Alexandre Medvedovski, nous écouterons Bruno Latour, qui nous parlera, après toutes ces interventions, de la mutation écologique. Qu'est-ce qu'on peut faire? Auparavant, Jean Guilaine, voilà, qui a déjà été annoncé 4 fois, donc je ne vais pas le refaire, grâce à Evelyne hier. On l'a dit, le néolithique en Méditerranée. Nous vous écoutons avec beaucoup d'images. Vous nous avez promis quelque chose de très visuel aussi. On vous écoute. Bien, alors, on vous a déjà parlé de néolithique hier avec la communication de Marcel Mazoyer qui a traité des questions économiques, notamment la diffusion de l'agriculture. Tout à l'heure, Evelyne Meyer a évoqué les problèmes du néolithique à travers ce qui concerne la génétique et la culture. Je vais m'exprimer, moi, en tant qu'archéologue. Et ce sont essentiellement des images que je vais faire dérouler sous vos yeux. En fait, comment les archéologues interprètent-ils à partir des faits, des données qui leur sont fournies par leur découverte de terrain. Alors, vous avez ici la Méditerranée, mais auparavant, je reviens vers une carte que vous avez déjà vue tout à l'heure et probablement hier également, c'est-à-dire les grands foyers de naissance du néolithique. Il n'y a pas une révolution néolithique, c'est-à-dire le passage de la chasse à l'agriculture. Il y a des révolutions néolithiques à travers le monde. Celle qui nous intéresse, évidemment, c'est celle qui se situe ici, au Proche-Orient, puisque nous sommes débiteurs de cet épicentre du néolithique. Autrement dit, si nos lointains ancêtres sont devenus des paysans, c'est parce qu'à un moment donné, une mutation de la chasse vers l'agriculture s'est opérée ici et ensuite a diffusé vers l'Occident. Mais vous voyez qu'il y a d'autres foyers et quand même le foyer proche-oriental est intéressant dans la mesure où actuellement il est le plus ancien daté. Alors il y a une petite guerre chronologique peut-être avec la domestication du millet, du riz en Chine, c'est à peu près contemporain, mais toutefois les dates en Extrême-Orient sont un peu plus récentes. Tout le reste est évidemment beaucoup plus récent, et notamment le foyer mexicain avec la domestication du maïs. Alors, comment les choses se passent-elles? Que voient les archéologues, si vous voulez? Eh bien, d'abord, le terme de révolution néolithique, il ne faut pas l'oublier, c'est une expression qui est forgée a posteriori. Autrement dit, ce sont les historiens qui ont décidé qu'à un moment donné, on passait de la chasse à l'agriculture, l'humanité changeait complètement sa façon de vivre, n'est-ce pas? Et donc, on a parlé de révolution. En fait, ce n'est pas du tout une révolution, c'est un mécanisme de temps long, et vous allez vous en rendre compte. Qu'est-ce qu'on voit d'abord sur le terrain? On voit autour de 12 000, 11 000 avant notre ère, des chasseurs-cueilleurs qui se sédentarisent, n'est-ce pas? Au Proche-Orient, ce sont les Natoufiens, vous voyez, ils creusent, n'est-ce pas, souvent à flanc de coteaux, des maisons circulaires ou subcirculaires, comme celle-ci, et ils vivent toujours de chasse, de pêche et de cueillette. Mais, petit point intéressant, ils conservent leur mort près d'eux. Autrement dit, ils créent déjà la nécropole. Autrement dit, si vous voulez, ils fixent auprès d'eux leurs ancêtres. Parce que les ancêtres, c'est une façon de faire la démonstration que les ascendants étaient déjà vivants et présents sur ce territoire. Donc, il y a un processus de territorialisation qui commence à se manifester à ce moment-là. Et ils ont également un animal domestique, le chien. Alors ça, ce n'est pas nouveau, le chien, parce que déjà, on a des traces de domestication du chien, en particulier en Europe et en Asie, qui sont plus anciennes que le cas du Proche-Orient, mais il est intéressant de le noter. Ensuite, on voit ces maisons, n'est-ce pas, au cours d'une phase suivante, qu'on appelle le néolithique précéramique A, en gros entre 10 000 et 8 700 avant notre ère, ces maisons se développaient et créaient des sortes de petits villages, parfois des villages un peu importants, comme Jéricho. Et vous voyez, ces maisons sont toujours des maisons creusées en fosse, parfois même avec des bâtiments qui peuvent avoir jusqu'à 1,50 m de profondeur. Et ce qui est intéressant au cours de cette période-là, c'est que, voilà encore un autre exemple, l'exemple précédent, c'était en Syrie, là vous avez un exemple en Turquie, un autre exemple également en Syrie. Parfois on a des bâtiments qui sont découpés intérieurement et qui ont pu servir à diverses fonctions, et en particulier, ces cases ont pu être des sortes de greniers, de silos.
Mais ce qui est intéressant, donc, au cours de cette période-là, c'est que l'homme commence à manipuler les légumineuses et les céréales, le blé et l'orge, en ce qui concerne le Proche-Orient, et on assiste aux premiers essais de mise en culture. Mais, également important, c'est qu'on voit le sentiment d'appartenance à ces premiers petits villages, ou hameaux, souvent, n'est-ce pas, se renforcer à travers la construction de ce qu'on peut appeler des bâtiments publics. C'est-à-dire que ce n'est pas des maisons individuelles, mais ce sont des bâtiments qu'on appelle, parce qu'on ne sait pas trop comment les appeler, des bâtiments cérémoniels. Autrement dit, des bâtiments qui ne sont pas des bâtiments propres à une famille, mais qui servent à des rituels, en tout cas à assurer, à travers certaines cérémonies, la cohésion, la cohérence, en quelque sorte, du tissu social. Alors, ça peut être la tour de Jéricho, ici, qui est un bâtiment, on ne connaît pas la partie supérieure, un bâtiment qui a 9 mètres de hauteur. On ne sait pas trop ce que c'est, en réalité. On a parlé de temple, on a parlé d'une tour pour protéger un rempart, mais cette tour n'est pas tournée vers l'extérieur, mais vers l'intérieur, on ne sait pas trop. Et puis, alors, autre exemple très à la mode, bien connu, les fameux bâtiments de Göbekli en Turquie, fouillés par une équipe allemande, et où vous avez donc des bâtiments circulaires, comme celui-ci, et dans les murs desquels se trouvent des stèles mégalithiques, avec souvent 2 grandes stèles centrales, et vous avez ici quelques représentations de ces stèles, avec des animaux représentés. Est-ce que c'est un problème de totémisme? Ces animaux sont souvent des animaux dangereux. Est-ce que c'était une façon pour l'homme, en emprisonnant, en représentant ces animaux, de les transformer leur nature sauvage en une nature domestique? On ne sait pas trop. On a beaucoup d'interrogations, hein. Il faut bien en être conscient. Progressivement, on passe à un autre stade, au cours de la période qui va de 8700 jusqu'à 7000 avant notre ère, qui est toujours pré-céramique, le pré-céramique B. Vous voyez, au Proche-Orient, le néolithique, c'est-à-dire le passage de la chasse à l'agriculture, se réalise sur le temps long, et il se réalise en même temps dans un contexte qui ne connaît pas la céramique. Je reviendrai sur cette notion tout à l'heure. Les maisons se transforment. Jusqu'à présent, il s'agissait de maisons circulaires. On a désormais affaire à des maisons quadrangulaires. Alors vous avez ici le cas de Gerfelamar, n'est-ce pas, la fouille de Daniel Storder, où vous avez des maisons qui sont devenues quadrangulaires, mais vous avez toujours une espèce de bâtiment collectif, cérémoniel, qui lui est encore circulaire. Et ailleurs, vous avez des bâtiments quadrangulaires, comme ici à Çayonu, en Turquie, avec, évidemment, il ne reste que les soubassements, hein. Les élévations, nous ne les possédons plus, bien entendu. Et puis ici, un autre cas, en Syrie, à Alula, où vous avez des bâtiments qui ne sont pas à infrastructure de pierre, mais au contraire de terre crue. À cette époque-là, autour de 8500 avant notre ère, on peut dire que la domestication des légumineuses et des céréales est totalement aboutie. Et à ce moment-là, se met en place, n'est-ce pas, et s'organise la domestication animale. Et les animaux essentiellement pour la viande et également le lait, comme a essayé de le montrer Jean-Denis Vigne, essentiellement le porc, la chèvre, le mouton et le bœuf. Alors, cette période qu'on appelle le PPNB, voilà les animaux donc sauvages, les morphologies sauvages qui ont donné naissance aux animaux domestiques, n'est-ce pas? Vous avez ici donc le mouflon qui a donné le mouton, les gagres qui a donné la chèvre, le sanglier qui donnera le porc et le roc qui donnera le bœuf. Alors, vous voyez comment ce néolithique, n'est-ce pas, qui est maintenant en pleine émergence, puisqu'il a l'agriculture et il est en train d'avoir l'élevage, se développe et s'étend. Alors, il s'étend, mais il est obligé de tenir compte, d'une certaine façon, du contexte environnemental, bien entendu. C'est-à-dire que dans les zones où vous avez les zones qui sont suffisamment arrosées, c'est-à-dire en rouge vif, ici, vous pouvez avoir à la fois de l'agriculture et de l'élevage. Forcément, dans les zones plus arides, vous n'avez que de l'élevage, par la force des choses. Et puis, vous avez encore des zones où c'est la chasse et la cueillette qui continuent. Mais dans un contexte culturel où on a les mêmes types d'industrie et en quelque sorte, de culture matérielle. Autrement dit, que l'on soit ici chez les PPNB qui chassent, d'autres qui élèvent et d'autres qui font de l'agriculture, plus de l'élevage, bien entendu, on est dans le même contexte. Et surtout, cette espèce de
de grand espace PPNB, ce que Bar-Yosef appelle la koiné PPNB, vous avez des échanges qui se produisent. Alors ces échanges, ça peut être évidemment de l'obsidienne qui vient de Cappadoce et qui irrigue, n'est-ce pas, jusque dans le sud d'Israël, qui irrigue les sites archéologiques. Ça peut être des bracelets de marbre. Pardon, je reviens en arrière. Voilà. Ça peut être... excusez-moi. Voilà. Ça peut être des bracelets de marbre, ça peut être des vases de pierre, mais qui ne sont pas destinés, évidemment, à la cuisson. Ce sont des objets de prestige qui circulent, que l'on échange, etc. Et donc, vous avez tout cet ensemble qui fonctionne en même temps. Et alors, il y a quelque chose qui est très intéressant, c'est qu'on voit apparaître à ce moment-là les premières statues. Autrement dit, l'anthropomorphisme, qui était totalement inconnu de l'espèce humaine jusqu'à présent, commence à se manifester à ce moment-là, sous une forme, je dirais, de statues. Et parfois des statues qui ont une taille suprahumaine, comme par exemple l'exemplaire que vous avez ici, qui fait autour de 2 mètres de hauteur, un peu comme si l'homme, se rendant compte qu'à partir de ce moment-là, il maîtrisait la matière vivante, qu'elle soit animale à travers l'élevage ou qu'elle soit végétale à travers les plantes qu'il domestique, n'est-ce pas, prenait conscience qu'il est en train de devenir le maître de la nature et il se représente, il s'auto-représente d'une certaine façon. Et puis on en arrive petit à petit, il se passe que vers 7000 avant notre ère à peu près, cette espèce de grande koiné PPNB décline, se fragmente. On n'a plus une grande culture, n'est-ce pas, qui couvre tout le Proche-Orient, mais on a des cultures qui sont beaucoup plus restreintes. Alors j'ai pris ici le cas du Yarmoukien, qui est une culture de la zone Israël-Palestine, et où vous avez ici un village, qui est déjà un village constitué, le village de Charagolan, vous voyez, avec une rue, des quartiers, et on voit apparaître les premières céramiques, qui sont apparues d'ailleurs un peu plus tôt dans la partie nord. Alors, un mot évidemment sur la céramique. Je vous disais tout à l'heure que là, ce néolithique s'était constitué totalement en dehors de la céramique, mais on a des cas absolument inverses. La céramique n'est pas forcément liée avec le néolithique. Chez nous, oui, puisque c'est un phénomène de diffusion, mais à l'échelle mondiale, non. Vous avez ici quelques foyers de naissance de la céramique. Le foyer le plus ancien, il est ici, il est en Extrême-Orient, aux alentours de 16 000, 15 000 avant notre ère. Des cultures connaissent la céramique. Ce sont des cultures de chasseurs avec céramique. Vous avez le cas africain, également, autour de 10 000, 9 000 avant notre ère, ces chasseurs-cueilleurs africains ont la céramique. Et même problème ici pour l'Amazonie ou à Taperina, autour de 6 000, on a des chasseurs à céramique. Donc vous pouvez avoir des agriculteurs sans céramique, vous pouvez avoir des chasseurs avec céramique. Oui, bon. Alors, on continue. Bien, alors, évidemment, dans ce néolithique pré-céramique qui se constitue au Proche-Orient, il est souvent difficile d'avoir une idée des structures sociales, des structures de la société. Ça n'est pas facile, bien entendu, parce que souvent, vous savez que les statuts des individus, nous les percevons à travers les objets qui les accompagnent dans la tombe, c'est-à-dire leur équipement personnel. Ça n'est pas facile parce que, dans certains cas, comme ici à Chayonou, vous avez des tombes collectives, donc c'est assez difficile. On retrouvera ce problème, d'ailleurs, en Occident, à quelque temps de là, dans l'espace et dans le temps. Mais vous avez parfois des sujets qui sont distingués. C'est le cas, par exemple, à Alula, j'ai pris cet exemple, vous avez un sujet et d'autres sujets qui étaient à côté de lui, qui avaient tout un collier, n'est-ce pas, de perles en roche rare, et surtout ce pendentif en cuivre. Alors évidemment, on ne connaît pas encore la fusion du cuivre à ce moment-là. C'est souvent du cuivre natif qui est un peu chauffé, qui est martelé, qui est souvent traduit en feuilles et qui peut servir à donner des pendentifs comme celui-ci et parfois, à partir de rondelles de cuivre, des perles. On pense que ces sociétés déjà connaissaient une forme de hiérarchisation. Parce qu'au 8e millénaire, au cours du PPNB, vous avez de très gros villages qui se constituent. Alors vous avez à Boureira, par exemple, sur l'Euphrate, 12 hectares. À Inchazal, en Jordanie, 15 hectares. Donc pour gérer ces communautés très importantes, n'est-ce pas, en nombre, démographiquement, vous devez avoir forcément des familles en vue ou des personnages qui assurent la gestion de ces grosses localités. Autrement dit, un minimum d'autorité est nécessaire pour les faire fonctionner. D'autant en plus qu'il se produit déjà
une sorte de hiérarchisation des sites, avec des sites importants, des sites moins importants et des petits sites. Et les sites périphériques, évidemment, sont plus ou moins conditionnés au niveau des matériaux qu'ils reçoivent par les sites centraux. Alors notre question, c'est comment ce néolithique ainsi constitué a gagné l'espace méditerranéen. Alors la première île, évidemment, qui est touchée, c'est Chypre, puisque Chypre est seulement à 70 km des côtes du Proche-Orient. Et à Chypre, n'est-ce pas, est en symbiose totale depuis les débuts du néolithique avec le Proche-Orient. Autrement dit, les diverses étapes que nous avons vues au cours desquelles le néolithique s'est constitué au Proche-Orient, ces étapes sont automatiquement répercutées à Chypre. Vous avez sous les yeux, décidément, vous avez sous les yeux un grand bâtiment, qui est un bâtiment un peu cérémoniel. Il n'est pas construit en pierre, il est construit en terre. Vous avez sur la périphérie des parties de murs qui sont encore conservées ici, n'est-ce pas? Et c'est un grand bâtiment qui fait 10 mètres de diamètre et qui n'est pas un bâtiment individuel, qui est un bâtiment collectif, identique, mais en terre, à ce que vous avez vu à Göbekli ou qui pouvait exister sur d'autres sites du Proche-Orient. On est là autour de 9000 avant notre ère. Ces populations à Chypre sont encore des populations de chasseurs, mais ce sont déjà des populations d'agriculteurs. Autrement dit, la transmission au cours du néolithique précéramique A s'est opérée depuis le Proche-Orient sur l'île voisine. Alors, ce sont des agriculteurs, mais ce sont encore des chasseurs, n'est-ce pas? Ce sont des chasseurs, et des chasseurs essentiellement de sangliers. De sangliers, pourquoi? Ce sanglier, il n'est pas arrivé comme ça sur l'île. C'est l'homme qui l'a transporté sur l'île. Autrement dit, déjà, les chasseurs-cueilleurs qui, par pirogue ou par radeau, on ne sait pas trop, allaient du continent à Chypre, ont apporté à Chypre une espèce sauvage qu'ils ont chassée. Oui. Alors, Chypre est intéressant parce que c'est une île, c'est un conservatisme, n'est-ce pas? C'est un isolat, d'une certaine façon. L'île est en contact avec le Proche-Orient, adopte certaines avancées du Proche-Orient, mais en refuse certaines. C'est ainsi que lorsqu'au Proche-Orient, on passe aux maisons quadrangulaires, que vous avez vu, Chypre conserve toujours des maisons circulaires, comme c'est le cas ici à Kirokitia, dont vous voyez une vue, qui est un site très important de l'île de Chypre, et vous avez ici les reconstitutions qui ont été faites par le service régional des antiquités de Chypre de ces mêmes maisons. Vous voyez quand même la différence. Et finalement, ces maisons néolithiques, elles étaient aussi agréables que les maisons des pauvres paysans de notre Moyen-Âge. Tout ça pour défendre le néolithique, bien entendu. Alors, un autre cas de figure intéressant, c'est qu'à Chypre, l'homme, évidemment, transmet les céréales et puis il transmet les animaux domestiques. Le chien, le porc, la chèvre, le mouton, etc. Et le chat. Alors le chat, il est probable qu'il a été domestiqué au Proche-Orient et qu'il a été transmis à Chypre, n'est-ce pas? Mais, avec mon équipe, j'ai eu la chance de trouver la sépulture qui contient le plus ancien chat, probablement domestique, et que nous avons étudié avec Vigne. C'est-à-dire, je vous montre la restitution, c'est un personnage qui est en accroupi et qui a en face un chat, qu'on a représenté tant bien que mal ici, n'est-ce pas? Et qui vous donne une idée de ce face-à-face entre le maître et l'animal domestique. La domestication n'est pas un phénomène, en quelque sorte, d'équivalence. C'est un phénomène hiérarchisé. L'homme décide qu'à sa mort, la bête l'accompagnera dans la mort, dont la bête est devenue un être dépendant. L'homme est dominant, la bête est dominée, n'est-ce pas? Autrement dit, l'homme exerce un pouvoir, c'est tout le système de la domestication, qu'elle soit végétale ou animale. L'homme exerce un pouvoir sur la matière vivante. À Chypre, aujourd'hui encore, il n'y a pas d'eau à Chypre. Moi, je fouille à Chypre depuis 25 ans. C'est une île qui manque d'eau. Et déjà, dès le néolithique, l'île manquait d'eau. Et donc, les néolithiques ont trouvé tout un système, n'est-ce pas, hydraulique. Ils ont fabriqué des puits, n'est-ce pas, qui peuvent avoir entre 6 et 12 mètres de profondeur pour atteindre les nappes phréatiques et se procurer l'eau dont ils avaient besoin, à la fois pour eux-mêmes et pour leurs troupeaux, pour leurs bêtes, bien entendu. Voilà pour Chypre. Alors, allons un peu plus à l'ouest maintenant. Voilà une sorte de résumé de la diffusion du néolithique. Vous avez ici la zone proche-orientale, celle où s'est constitué à un stade avant la céramique le néolithique. Mais à partir de 7000, au Proche-Orient, on connaît la céramique. Et c'est justement à ce moment-là que le néolithique va diffuser vers l'ouest. C'est-à-dire qu'à partir du plateau anatolien, ici, toute la diffusion vers l'ouest va s'effectuer à un stade qui, lui, connaît la céramique. C'est pour ça que, ici, dans nos régions,
Pas de céramique, on est avant le néolithique. Avec la céramique, on commence à être dans le néolithique. Vous voyez les nuances en fonction de l'espace et du temps. Alors, la première chose intéressante, c'est que vous avez un premier bloc qui se constitue ici, en Grèce du Nord, en Crète où il est un peu plus ancien, le néolithique. Le premier néolithique en Crète ne connaît pas encore la céramique. Autrement dit, on se demande si ce sont des influx du Proche-Orient ou si ce sont des autochtones, des indigènes, des chasseurs-cueilleurs qui ont accepté, qui ont emprunté les techniques de l'agriculture et de l'élevage à un stade encore pré-céramique. Mais pour l'essentiel, autant en Anatolie qu'en Thessalie, n'est-ce pas, en Grèce du Nord, le néolithique arrive tout constitué. Alors, des exemples d'abord des villages anatoliens. J'ai pris ici le site d'Agecleu, n'est-ce pas? C'est un site encore qui est pré-céramique, constitué, vous le voyez, par des cabanes ou des pièces qui sont, n'est-ce pas, coincées les unes sur les autres. C'est un style de village aggloméré et que l'on retrouvera ensuite. Là, vous avez un quartier de Çatalhöyük, qui est le site turc qui succède en quelque sorte chronologiquement à Agecleu, où vous avez toujours ces villages qui sont constitués par des maisons coincées les unes sur les autres, avec des entrées d'ailleurs, tout un système de terrasses, et des entrées souvent qui se font par le toit. Alors, à cette époque, déjà, dès le pré-céramique B au Proche-Orient, on voit se développer les figurines qui ont engendré toute une littérature sur les déesses néolithiques, littérature à laquelle je ne crois pas du tout, en fait. Alors la diffusion en Méditerranée, la diffusion s'est opérée essentiellement par terre, bien entendu, je vous l'ai dit tout à l'heure, de l'Anatolie par la Turquie d'Europe et le nord de la Grèce, mais également par mer. Alors, on est très mal renseigné sur les embarcations, n'est-ce pas, sur les bateaux qui ont circulé, déjà au cours de l'épipaléolithique et puis au cours du néolithique en Méditerranée. Les éléments les plus anciens que nous ayons, ce sont 2 pirogues qui ont été trouvées dans un lac à côté de Rome, ce pas des pirogues qui font 10 à 11 mètres de long, mais qui sont en milieu lacustre, c'est-à-dire que ce n'est pas sûr que ce soient les mêmes bateaux qui affrontaient la haute mer. Et le site a donné également toute une série de maquettes qui peuvent vous donner une idée de ce que pouvaient être les bateaux néolithiques. Alors là, ça va vous amuser, ce sont des collègues hongrois, ou tchèques plutôt, tchèques, qui, il y a quelques années, on fabriquait des pirogues monoxyles, c'est-à-dire on creusait des troncs d'arbres pour essayer de retrouver en quelque sorte les méthodes de cette époque-là, et qui sont partis du Proche-Orient et qui sont allés jusqu'en Espagne, au cours d'étapes successives, et bien entendu, pour démontrer qu'on pouvait franchir la mer et traverser la Méditerranée au néolithique. On le savait déjà à travers les documents archéologiques. Ils se sont fait plaisir, en fait. Bon. Alors, maintenant, on passe à la Grèce, on passe à l'Égée. Alors, l'Égée, il y a des problèmes encore qui ne sont pas tout à fait résolus. Déjà, dès l'épipaléolithique, dès le 9e millénaire, il y a des sites, comme le site ici de Maroulas, sur l'île de Kidnos, où on a des restes de maisons circulaires avec un suidé, un peu comme ce qui s'est passé à Chypre avant le néolithique. Importation de suidé par l'homme, bien entendu, n'est-ce pas, chasse aux suidés, sur des sites qui sont encore des sites épipaléolithiques. Et sur le site même de la grotte du Cyclope, à Ioura, on a même des ovins. Ils ne sont pas arrivés là par le hasard, n'est-ce pas, par pur hasard. C'est l'homme qui les a apportés. Alors, ils ne sont pas domestiques, mais ils sont probablement contrôlés en partie pour l'homme. Donc, vous voyez cette situation un peu bâtarde entre le véritable élevage et la situation antérieure. Alors là, nous arrivons en Grèce, et vous voyez déjà un certain nombre de choses qui changent. Alors, vous avez en haut une maquette, évidemment, d'une maison néolithique grecque. Ici, vous avez un village, il est un peu plus récent, c'est du néolithique moyen, à Sesklo. Et vous voyez déjà que le type de village n'est plus le même. Il n'y a plus ces maisons agglutinées qu'on a vues à Çatalhöyük. Et on a des maisons qui sont individuelles et qui sont parfois séparées les unes des autres. Mais le lien avec l'Anatolie n'est pas rompu. Il y a des contacts, puisque c'est l'Anatolie qui, d'une certaine façon, fertilise, si je puis employer ce terme, et transmet l'économie agricole à la Thessalie. Vous voyez par exemple que le plus ancien néolithique d'Anatolie a des vases, vous voyez, monochromes à fond rond, et on retrouve, sur des formes légèrement différentes, le même système en Grèce. Et puis en Anatolie, on va passer à des poteries peintes dans un second temps, et on retrouvera dans un second temps des poteries peintes en Grèce aussi. Donc vous voyez un peu ces mécanismes d'échange, d'influence plus exactement.
Et on peut retrouver exactement les mêmes choses. On voit apparaître des seaux qu'on appelle des pintaderas, vous voyez, ici et ici, autant en Anatolie qu'en Grèce. Et les figurines qu'on connaissait en Anatolie, elles passent également dans le monde égéen. Donc vous voyez ces espèces d'influences réciproques, mais essentiellement de sens est-ouest. Et alors maintenant, dans un troisième temps, n'est-ce pas, là on a le système fondateur, là on a les premières apparitions du néolithique. Les dates que vous avez ici sont les dates d'apparition du néolithique, du premier néolithique dans la région. Et puis on passe ensuite à la Méditerranée occidentale, n'est-ce pas, qui est le domaine des céramiques imprimées, avec une première apparition du néolithique en Grèce de l'Ouest et en Italie méridionale vers 6000, et on est au Portugal vers 5400. Autrement dit, pour traverser la Méditerranée, 7000, 5500 en gros. 1500 ans pour traverser la Méditerranée. Vous voyez que ce n'est pas un phénomène de temps court, c'est un phénomène de temps long quand même. Hein. Bien. Alors, on va regarder un peu ce qui se passe en Méditerranée occidentale. D'abord, dans la partie italienne, adriatique, etc., c'est le monde des céramiques imprimées. Vous avez ici, et avec ces céramiques imprimées, évidemment, arrivent les villages, l'agriculture, l'élevage. Et ce qui est curieux sur les sites du sud de l'Italie, c'est que souvent, ils sont entourés de grands fossés, n'est-ce pas, qui sont creusés dans le calcaire. Et c'est des fossés qui peuvent avoir souvent simplement 100 mètres de diamètre, mais parfois ils peuvent avoir, n'est-ce pas, 500 mètres de diamètre. Autrement dit, ce sont quand même des travaux collectifs très importants auxquels les communautés se sont astreintes, bien entendu. Vous pouvez avoir de grands enclos de pierre, n'est-ce pas, qui sont des enclos pour parquer le bétail, indice de l'importance du bétail, n'est-ce pas, du cheptel dans l'économie de ces populations. Et on a parfois, à l'intérieur de ces grands enclos, de ces grands sites qui sont ceinturés, de petits fossés qui entourent une zone d'habitat, comme c'est le cas ici à Passo di Corvo. On ne sait pas trop à quoi servent ces fossés. Vous avez une représentation ici, une restitution qui essaie de les donner, et vous avez au milieu donc une maison, vous avez un enclos à bétail, vous avez les gerbiers, le puits, etc. Alors ceci, là je suis un peu en avance, c'est la restitution d'une maison du néolithique ancien du sud de la France, à Lalo, dans la Drôme. Alors à partir de cette zone ici, n'est-ce pas, où s'implante le premier néolithique, des pionniers vont partir rapidement à la conquête de l'Ouest, en une sorte de diffusion qui est une diffusion non pas régulière, mais par saut de puce, si je puis dire, apportant l'agriculture à travers quelques sites que nous connaissons, en Toscane, ici, sur la côte d'Azur, en Languedoc, en Espagne. Il y en a qu'un qui est figuré là, mais en fait, il y en a actuellement plusieurs qui sont connus et qui sont caractérisés par une céramique très, très particulière, avec ces motifs là de sillons d'impression. Et ces gens-là, ces pionniers, n'est-ce pas, pratiquent l'agriculture, blé et orge, pratiquent l'élevage et, si vous voulez, n'ont pas pratiquement la chasse ou très peu à leur actif. C'est-à-dire que ces gens sont des pionniers dans la mesure où ils arrivent avec une économie totalement constituée, maîtrisée, dans un milieu qui est un milieu de chasseurs-cueilleurs. Alors parlons-en de ces chasseurs-cueilleurs, parce que souvent, au Proche-Orient, ce sont les populations locales qui se néolithisent, c'est-à-dire qui, par stades successifs, passent de la chasse, de la cueillette, jusqu'à l'agriculture. Mais en Occident, il n'y a pas un phénomène de continuité, c'est un phénomène de rupture, puisque ce sont des migrants, des étrangers, d'une certaine façon, qui apportent ces connaissances. Alors la question qui se pose est en quoi les populations indigènes ont participé au processus. Alors les populations indigènes, ce sont des chasseurs-cueilleurs qui ont des outils comme ceci, vous voyez, des trapèzes, des sortes de lames étranglées qui servent à travailler le bois notamment, qui ont des colliers de coquillages, etc. Là, vous avez l'abri de Châteauneuf-les-Martigues, dans le département des Bouches-du-Rhône, qui a donné le nom d'ailleurs à une culture de cette époque-là, le Castelnauvien. Et ces gens-là, on les connaît très mal d'un point de vue anthropologique.
Il y a très peu, en Méditerranée occidentale, de sites mésolithiques, comme d'ailleurs de sites néolithiques anciens qui donnaient des sépultures. J'ai pris cet exemple ici, qui est un exemple espagnol, de la région de Castellón. Vous avez ici une sépulture de cette époque-là. Il y a plusieurs corps là. Il y avait déjà des gens qui étaient enterrés dans cette fosse, et puis les corps ont été réduits, comme vous pouvez le voir, pour installer le dernier défunt disposé dans cette fosse. Donc, on connaît, vous savez, le problème, on nous dit souvent avec l'ADN, vous allez pouvoir prélever des mésolithiques, prélever des néolithiques anciens et voir s'il y a des choses qui passent entre l'un ou l'autre ou s'il y a un phénomène de rupture. Le problème, c'est qu'il faudrait avoir d'abord les squelettes, bien entendu. Et nous disposons de peu de squelettes pour ces deux périodes, mésolithique et néolithique ancien. Alors le néolithique ancien, dans toute la partie occidentale, ça n'est plus les céramiques imprimées que vous avez vues tout à l'heure, c'est le domaine des céramiques dites cardiales, parce qu'on imprime, vous savez, les poteries avant qu'elles soient cuites par un système, par impression de coquilles, et ça peut donner des choses très, très ouvragées, comme vous avez ici, avec des sites qui proviennent d'Espagne, et le site en haut là-bas du Gard. Des haches polies, c'est-à-dire l'instrument à déforester des bûcherons néolithiques, bien entendu. Toute une série, en particulier, de lames qui vont être des faucilles, c'est-à-dire des couteaux à moissonner, et puis toute une série d'instruments en os, dont ces cuillers tout à fait caractéristiques de cette culture. Ces gens-là s'installent dans des sites de plein air, dans le sud de la France et en Espagne. Vous avez vu tout à l'heure la reconstitution d'une maison. Mais, contrairement aux premiers qui étaient restés, les premiers arrivants qui étaient restés, n'est-ce pas, sur les côtes, phénomène côtier, ils gagnent vers l'intérieur des terres. Et dans les zones qui ne peuvent pas être cultivées, qui sont plus réfractaires à l'agriculture, ils élèvent. Et on voit, n'est-ce pas, des abris qui sont occupés essentiellement dans le cadre de déplacements de troupeaux, c'est-à-dire des abris bergeries. Vous avez ici un site notamment que j'ai moi-même fouillé dans le sud de la France, qui a été occupé au néolithique ancien et puis au cours d'autres périodes, et qui a été un site de bergerie au cours du néolithique. Voilà donc, quand on en est là, on est pratiquement à la fin du néolithique. Autrement dit, voyez, on est là vers 5500-5000 avant notre ère. Déjà, d'autres cultures sont apparues en Italie du Sud. Ici, on a la première vraiment grande culture néolithique de la Méditerranée occidentale, le cardial. On peut estimer que la néolithisation de la Méditerranée est terminée à ce moment-là. Alors vous allez me dire, vous ne nous avez pas beaucoup parlé de l'Afrique du Nord. Alors ça, c'est un gros problème au niveau scientifique. C'est que les seuls travaux qu'on connaisse à peu près intéressants, c'est au Maroc, où on a une forme du néolithique cardial qui est connue comme en Espagne, aux environs de 5500 avant notre ère, avec céréales et avec animaux domestiques. On a la même chose également en Égypte, où le néolithique apparaît vers 6000, c'est pas avant notre ère. Regardez, entre parenthèses, le néolithique se constitue au Proche-Orient, il est aux portes de l'Égypte. Il ne passe pas en Égypte. Il faut attendre 2 millénaires pour qu'il puisse passer, n'est-ce pas, en Égypte. Autrement dit, il y a une barrière qui se constitue là. Et le passage en Égypte ne s'effectuera que secondairement. Et donc, quand le néolithique apparaît en Égypte, il apparaît déjà en Italie du Sud et dans le sud de la France. Vous voyez, ces divergences liées à l'espace et au temps. On ne connaît pas bien, pour le début du néolithique, 5 minutes. Alors, ça va être pas de course maintenant. Alors, les premières nécropoles apparues au PPNB au Proche-Orient, eh bien, en Occident, elles n'apparaissent pas avant le 5e millénaire, comme cette nécropole des environs de Barcelone. Et ces nécropoles sont intéressantes parce qu'on voit qu'il y a certains sujets qui sont distingués par des mobiliers importants, ce qui démontre en quelque sorte qu'il y a des divergences, des différences de statut entre individus. Regardez par exemple, vers 4500 apparaît toute une série de tombes en hypogée en Sardaigne, avec des sujets qui sont distingués par ces figurines, n'est-ce pas, en pierre ou en os, qui viennent les distinguer, les doter, d'une certaine façon. Vous avez à la même époque, 4500-4000 avant notre ère, toute une série de nécropoles qui apparaissent en Sardaigne, en Corse, dans le midi de la France, avec des caissons qui sont des sépultures individuelles ou doubles, et dans lesquelles se trouvent des objets de parure, des espèces de sphéroïdes percés qu'on devait mettre, n'est-ce pas, qu'on devait emmancher, peut-être des éléments de prestige, des haches d'origine alpine qui circulent.
Autre exemple, dans la culture des tombes en fosse de la région de Barcelone, des tombes, n'est-ce pas, où on a des sujets qui sont dotés de perles en roche verte, la varicite, qui sont exploitées dans des mines. Vous avez ici l'une de ces mines, n'est-ce pas, et qui donnent des colliers absolument extraordinaires, donc, et qui servent à connoter ces personnages. Mais ces personnages ont également avec eux des nucléus qui servent à tirer des lames en silex blanc qui viennent du Vaucluse, vous voyez, on est dans la région de Barcelone, des haches polies qui viennent des Alpes, des obsidiennes, des éléments obsidiennes qui viennent de Sardaigne. Donc vous voyez comment, ne vous imaginez pas ces civilisations comme fermées, vivant en vase clos. Elles échangent, les civilisations, les premières civilisations paysannes sont des civilisations de l'échange. Il me reste rien 5-1. Bon, alors, très vite. Qu'est devenu le néolithique? Alors, si on prend maintenant une carte de la Méditerranée vers 3000 avant notre ère, vous vous rendez compte qu'ici, en Égypte et également en Mésopotamie, on est déjà passé à l'histoire. Bien entendu, vous avez ici les premières dynasties, ici vous avez les influences urukéennes. Dans toute cette zone ici, on en est à un stade de bronze ancien, je dirais proto-urbain, avec des petites villes, avec des personnages des familles régnantes, qu'on appelle parfois des familles royales, mais en fait on n'en sait rien, il n'y a pas d'écriture encore dans cette zone-là. Et par contre, en Méditerranée occidentale, on est à la fin du néolithique, ici âge du bronze proto-urbain, et ici encore chalcolithique, c'est-à-dire l'association, si vous voulez, du néolithique avec les premiers objets de métal, essentiellement le cuivre et l'or. Alors voilà un exemple oriental, la deuxième ville de Troie, vers 2500 avant notre ère, n'est-ce pas, avec la zone résidentielle, bien entendu, et puis la ville basse, telle que Korfman a essayé de la restituer. Des tombes royales comme à Arslan Tepe, en Turquie, ou dans la région du plateau anatolien, n'est-ce pas, ou à Troie, avec des mobiliers extraordinaires qui connotent la puissance des seigneurs, des familles régnantes de ces zones. Voilà, contact avec l'Égée, matérialisé par des céramiques qu'on peut trouver autant en Anatolie qu'en Égée, comme les dépasses, comme ces pichets, des choses plus particulières à l'Égée, comme les fameuses poêles à frire cycladiques, ici. La métallurgie, on passe rapidement. En Occident, qu'est-ce qui se passe? Arrivé à ce moment-là, mais pas simplement en Occident, de l'arère, c'est-à-dire que jusqu'à présent, on déforestait, soit avec le feu, soit avec la hache de pierre. Mais maintenant, on a l'arère qui permet davantage de labourer les champs, d'enlever les mauvaises herbes des champs et d'aider aux semences. Arrivé également vers 3500 avant notre ère de la roue. Et arrivé en Occident du métal qui se met à concurrencer les pièces en silex. Vous voyez, métal et silex. Alors, ce qui caractérise en gros la Méditerranée occidentale à ce moment-là, et de façon plus générale d'ailleurs la Méditerranée, c'est le développement des sépultures collectives. C'est-à-dire qu'on enterre, les communautés ont des tombes qui sont des tombes, n'est-ce pas, familiales ou communautaires, avec un exemple qui est l'exemple d'une tombe Gaudo de Naples, et puis ici, j'ai pris un exemple provençal, la fouille de Mailleux à Sarians, dans le Vaucluse, où sur 6 mètres sur 3, vous avez 350 bonhommes qui ont été empilés, enterrés au fil du temps. Alors, je n'ai pas pu venir dans les Bouches-du-Rhône sans parler des hypogées d'Arles, qui sont parmi les plus beaux monuments mégalithiques de France et d'Europe. Bien entendu, vous en avez un exemple ici. C'était des tombes collectives, bien entendu. Tombes collectives avec de grands monuments comme le dolmen de Pépieux dans l'Aude, qui est le plus grand dolmen du sud de la France, des grands monuments d'Andalousie, comme le dolmen de Menga, ou ces bâtiments extraordinaires construits en pierre sèche en Andalousie, comme la Cueva del Romeral, bâtiments tellement extraordinaires qu'au début on a pensé que c'était des architectes mycéniens qui étaient venus les construire. Je suis désolé, Mycène, les Tholos de Mycène, 1500 ans avant notre ère, ici on est à 3000 ans avant notre ère. C'est une période, j'accélère, c'est une période aussi où les territoires sont de plus en plus marqués. Et le phénomène est bien marqué notamment dans le sud de la péninsule ibérique, où on voit non seulement une hiérarchisation des sites, mais des sites qui sont de plus en plus fortifiés, comme c'est le cas ici à Los Millares, ce qui suppose des sociétés, évidemment, où les confrontations pouvaient être fréquentes.
D'ailleurs, le développement énorme à ce moment-là des poignards ou des pointes de flèches semble l'attester. Mais il n'y a pas que ça qui le démontre. Il y a l'art du Levante espagnol. Cet art que l'on a longtemps cru être un art de chasseur-cueilleur et que l'on sait maintenant être un art de néolithique. Et notamment pour les scènes de guerre qui sont représentées, comme celle-ci, vous voyez, un combat d'archers. Ces scènes de guerre sont probablement parmi les plus récentes de l'art du Levante espagnol, comme le développe Esther Montalvo notamment. Et donc, ça peut très bien être l'image d'un conflit qui se situait en Espagne vers 3000 ans avant notre ère. Violence connue notamment à travers le cas emblématique d'Ozzi. Bon, ce personnage, n'est-ce pas, Hibernatus, trouvé dans les glaces des Alpes, avec tout son équipement, son arc, etc. Et puis sa hache de cuivre. On est vers 3002 avant notre ère. Alors, j'en arrive presque à la fin, pour vous rassurer. Quelle image avons-nous de ces populations de la fin du néolithique? Alors, il y a un phénomène, bien connu entre autres, mais pas seulement dans le milieu de la France, qui permet de nous donner un peu une photographie de ces personnages. On s'aperçoit en effet que les femmes sont représentées par des parures, vous voyez, elles sont déjà dans la séduction, mais essentiellement par leurs seins, c'est-à-dire par des caractères biologiques, anatomiques, naturels, en quelque sorte. Et les hommes sont toujours figurés par des armes, c'est-à-dire ce qui est probablement un poignard, un arc ici avec sa flèche, une hache. Autrement dit, les femmes sont exclues des armes, c'est-à-dire elles sont exclues des éléments qui donnent du prestige. La femme est dans le naturel, l'homme est dans le culturel. Autrement dit, l'homme se réserve à travers la chasse ou la guerre, n'est-ce pas, les armes qui lui permettent de se construire un statut social. Je suis désolé, mesdames, vous voyez, la domination masculine a déjà une longue histoire. Voilà, alors voilà d'autres cas de figure, une femme, un homme, vous voyez, ici, vous avez toujours le poignard qui est représenté. Et un mot enfin pour terminer, peut-être, c'est que ce mégalithisme que vous avez vu tout à l'heure, qui était un mégalithisme funéraire de tombe, il peut exister aussi à cette époque-là un mégalithisme cultuel. C'est le cas à Malte notamment, vous avez ici les temples tréflés de Mnaïdra, où là, on n'est pas devant des nécropoles, on n'est pas devant des habitats, mais devant un mégalithisme qui est un mégalithisme cultuel. Il est probable que ce mégalithisme était géré également par des familles en vue qui possédaient tous les codes de la liturgie et qui faisaient marcher le commun, si vous permettez. Eh bien, toutes ces belles cultures mégalithiques d'Occident, vers 2500-2200 avant notre ère, elles vont décliner rapidement pour laisser leur place à un phénomène particulier qu'on appelle la culture du vase campaniforme en forme de campana, comme vous voyez ici. Et vous avez ici la répartition de ce type de vase, et avec également comment vous dire, dans les tombes, des éléments, des poignards, des pointes de javelot ou des pointes de flèches, des brassards d'archers, c'est-à-dire des protège-poignets d'archers, qui montrent la part que, idéologiquement, le mâle, n'est-ce pas, la part que le mâle peut représenter. Autrement dit, le mâle, vous l'avez vu chez les statues menhirs, il se représente armé. Et dans les tombes, on retrouve également ce rôle essentiel, n'est-ce pas, du mâle qui se représente en armes. Autrement dit, idéologiquement, on n'a pas encore affaire à un vrai guerrier, parce que le véritable guerrier dans nos régions, il n'apparaîtra pas avant la fin de l'âge du bronze ou l'âge du fer. Mais déjà, dans la tête, idéologiquement, il y a une espèce de construction du guerrier qui se met en place. Merci, et excusez-moi pour avoir un peu dépassé l'horaire. Merci, ça va. Non, on ne veut pas être obsédé par le temps non plus. Asseyez-vous, on va prendre le temps de répondre à quelques questions, mais très rapidement, parce que Jean-Guilaine a un train à prendre. Je voudrais, en attendant, signaler son dernier ouvrage, parce qu'il vient juste de sortir. Je pense qu'il est vraiment tout frais, tout chaud. L'encre n'est même pas sèche. La seconde naissance de l'homme, le néolithique, c'est chez Odile Jacob. Quelques questions, très rapidement, avant de libérer Jean-Guilaine. Voilà, allez-y. Oui, merci pour cette magnifique conférence. On a vraiment envie de vous interroger aussi sur les relations entre cette conquête néolithique et les changements climatiques ou les perturbations climatiques qui ont eu lieu, évidemment, dans toute cette région du bassin méditerranéen. Peut-être que ça va nous
prendre un certain temps, mais... Je vais répondre rapidement. Il y a deux événements climatiques qui ont pu jouer. D'une part, c'est le Dryas récent, n'est-ce pas, entre 11 000 et 10 000, pour faire rond, n'est-ce pas, qui ont pu jouer et qui sont, si vous voulez, mis en avant par certains chercheurs pour dire que les conditions climatiques ont pu jouer sur la formation du néolithique. D'autres chercheurs n'y croient pas du tout. Parce que finalement, la révolution néolithique, c'est essentiellement une révolution culturelle, c'est-à-dire quelque chose qui s'est passé dans la tête de l'homme, puisque l'homme s'est d'abord sédentarisé, il a fait le choix de la sédentarisation, et finalement, l'agriculture et l'élevage ne sont venus qu'après la sédentarisation. Mais alors, pour le climat, il y a quand même un point important qui fait débat aujourd'hui à la fois entre les archéologues et les climatologues, c'est l'événement de 6002 BC, ou 8002 BP, si vous voulez, c'est-à-dire ce qui a engendré un refroidissement en quelque sorte à la fois en Méditerranée de l'Ouest et surtout en Europe centrale, et peut-être avec plus d'aridité au Proche-Orient. Alors, vous avez des archéologues qui disent qu'en définitive, la sortie du Proche-Orient, du néolithique, a été conditionnée par cette aridité. Et les archéologues répondent, oui, mais attention, 6200 avant, déjà, vous avez des néolithiques en Grèce, donc ça ne colle pas tout à fait. Et ce qui est intéressant, c'est peut-être en Occident, parce que 6200 et 6000, en gros, c'est la période où on bascule des chasseurs-cueilleurs aux agriculteurs, en Méditerranée occidentale. Et le problème, c'est que souvent, dans les stratigraphies, où on devrait avoir des mésolithiques, n'est-ce pas, et puis dessus des néolithiques anciens, eh bien, entre les deux, il y a un hiatus. Et tout le problème de savoir si les mésolithiques ont participé, ont joué un rôle dans la néolithisation en empruntant les techniques ou en se laissant acculturer en quelque sorte par les néolithiques, on a du mal à résoudre ce problème parce que justement, sur cette frange-là, souvent, on a un hiatus dans les stratigraphies. Autrement dit, le face-à-face en Occident entre les chasseurs-cueilleurs et les agriculteurs n'est pas un problème encore tout à fait clarifié. Là-bas, oui. Du Nord. Reprenez, on n'a pas entendu le début. Vous nous avez laissé sur notre faim avec l'Afrique du Nord. Est-ce que c'est une absence de vestiges ou est-ce que c'est une absence de colonisation? C'est pas du tout une absence de vestiges, bien entendu, c'est un problème de recherche. C'est-à-dire que si vous regardez ce qui se passe en Égypte, donc en Égypte, je vous dis, le néolithique arrive tardivement. Pourquoi? Parce qu'en Égypte, probablement, les civilisations épipaléolithiques, qui vivaient essentiellement de chasse, de pêche, de collecte autour du Nil, n'ont pas adopté rapidement ce néolithique qui était à leur porte, en définitive. Bon. Donc, ce néolithique arrive vers autour de 6000, 5500 en Égypte. Mais il est probable qu'à partir du Proche-Orient, par la Méditerranée, comme ça s'est passé par la zone nord, par la rive nord, le néolithique a diffusé. Mais nous sommes mal renseignés. On a un site qui a été fouillé, mais il y a longtemps, au Haftea, en Libye, mais qui est repris récemment et sur lequel on a la présence de moutons et de chèvres autour de 5500 avant notre ère. En Tunisie, pas grand-chose. En Algérie non plus. Alors, il y a les vieilles fouilles françaises, mais à la pioche, à l'époque de la colonisation, autrement dit, on n'a pas, si vous voulez, une vue moderne, en quelque sorte, des données sur le néolithique. Et c'est un crève-cœur pour nous, cette histoire-là. Alors qu'au Maroc, ça marche très bien. Voilà. Alors, on est prêt à aller travailler dans ces pays, notamment en Algérie, lorsque la situation sera plus calme. Et le problème, moi je connais bien par exemple le chef du service des fouilles en Algérie, Slimane Hachi, qui se désespère de cette situation et qui essaie de faire créer des chantiers, etc. Et je lui lève mon chapeau. Mais le degré de développement de la recherche ne permet pas encore d'avoir une vision suffisamment claire. Une question ici. Bonjour. Bonjour. Tout à l'heure, on est passé très vite sur les rapports entre la domestication et la mort, et sur le fait d'enterrer les animaux donc avec les humains. Finalement, j'aurais peut-être deux questions. Est-ce qu'on est en mesure de donner peut-être plus de détails sur les significations qu'on a pu donner sur ce rapport entre l'homme et l'animal et sur l'imaginaire finalement qui entourait les animaux à cette époque-là? Et peut-être une deuxième question, est-ce qu'il y a arrivé unicité ou disparité dans la révolution du néolithique à cette époque sur ce rapport?
Alors, d'une part, la première question, c'est déjà, la seconde m'a fait... Rapport entre l'homme et l'animal à travers les... Qu'on a pu avoir par rapport aux animaux, pourquoi on les enterrait par exemple. Voilà. Ce qu'on peut voir, c'est que il y a les tombes natoufiennes qui sont intéressantes. Vous avez déjà un peu comme la tombe avec le chat de Chypre, là. Autrement dit, vous avez des personnages ou des sujets qui sont enterrés avec un chien. Donc, c'est le seul animal qu'ils ont, le seul animal domestique qu'ils ont, ce sont des chasseurs sinon, et ce chien, donc, il n'est pas mort en même temps que l'homme, très probablement. Il a été mis à mort au moment où l'homme est décédé. Donc vous avez ce pouvoir, en quelque sorte, de l'homme sur la bête, qui est une des caractéristiques de la domestication. Alors je vous renvoie là-dessus, vous avez un bouquin qui est déjà un peu ancien, qui est pas mal, je crois que c'est L'homme et les animaux, quelque chose comme ça, de Jean-Pierre Digard, où vous retrouverez les réponses à vos questions. Et la seconde question, c'était, si je vous ai bien entendu, autant il y a de pôles du néolithique, autant il y a de pôles de domestication. C'est-à-dire qu'au Proche-Orient, on a essentiellement domestiqué les animaux qui se trouvaient dans ce laboratoire naturel qu'était le Proche-Orient, bon, les ovicaprins, le bœuf, le sanglier. Mais si vous allez en Chine, par exemple, bon, ben là, vous avez également les suidés qui sont domestiqués à ce moment-là. Si vous avez en Amérique, il y a peu d'animaux qui ont été domestiqués. Vous avez le lama, vous avez l'alpaga, etc. Bon. Donc, en fonction des divers laboratoires, vous avez évidemment des espèces différentes qui auront été domestiquées. Est-ce que j'ai répondu ou est-ce qu'il y avait autre chose? Non, ma question portait plutôt sur le rapport symbolique à l'animal, c'est-à-dire pas tant sur les espèces. Bon, évidemment, il y a différentes espèces, mais plutôt sur le rapport symbolique finalement à cet animal et s'il y a, quelle signification les hommes donnaient à leurs animaux. Écoutez, là, je vais me répéter, je vais répondre en archéologue. Ce qu'on voit, c'est la domination de l'humain sur l'animal. Alors vous pouvez ensuite, à partir d'exemples anthropologiques ou ethnographiques, affiner la vision. Moi, c'est la vision que j'ai, un pouvoir de l'homme sur l'animal. Au-delà, on spécule. Voilà. Jean Guilaine, merci beaucoup.